tiers livre, notre cycle s'intitule 40 jours. On est presque au bout. Peut-être que justement entre la 38 et l'élan de la 39-40, je voulais me ménager une dernière proposition pour qu'on ne finisse pas trop vite. Donc une proposition surnuméraire, rien d'obligé, mais une proposition où, disons, moi je me mets en receveur. Ce serait juste un mot, comme on vient de travailler sur Frontières ou sur Pèlerinage. Peut-être moi c'est ça que j'aurais appris aussi, ce cycle. On a travaillé très sérieusement sur les paramètres réels, récit, mouvement, représentation. Et puis vient un moment où tu peux t'appuyer sur ce qui est conquis dans l'élan formel, dans la prise d'écriture, dans le territoire qu'on s'est fait pour, hop là, s'en servir comme, j'allais dire, comme d'un filtre. C'est le positionner ici dans cette direction et voir si on le braque là, comme ces télescopes maintenant lancés pour examiner le fond de l'espace, pour recevoir ce qui se passe avec une meilleure résolution dans tel point où on n'est pas allé voir, mais qui peut être pour nous un déclencheur, non plus dans le territoire des exercices, mais là où on travaille pour soi-même. Alors ce mot est tout simple, c'est le mot double, c'est une vieille lune de la littérature. Dr. Jekyll and Mr. Hyde, ou le portrait de Dorian Gray chez Oscar Wilde, ou même si vous allez voir le Horla de Maupassant, donc quelque chose qui, dans l'espace romantique, dans l'espace fantastique, a toujours été qui va dans ce livre magnifique aussi sur la ville de Alfred Kubin, L'autre côté, qui raconte, qui est parti là-bas. C'est comme, évidemment, une identification de l'auteur et tout à la fois une séparation de l'auteur. Le double qui marche là-bas. Pause technique, il fait tellement chaud, je laisse la porte ouverte, et puis voilà les gars de la ville qui passent avec des citernes d'eau. On est tous dans le même quoi. Ah, je vais lui dire de venir faire aussi l'atelier d'écriture, parce que là où j'en étais, le double qui s'en va est une figure qui prend l'auteur et le joue indépendamment de lui-même. Dans la littérature qui utilise ces espaces du double, prendre ce phénomène, cette dissociation, qui est aussi très présente dans les univers du rêve, sous plein de formes et de renversements, utiliser un narrateur et sa dissociation est une manière de jouer comment cet espace, cet univers, ce jeu fictionnel de la dissociation travaille en nous-mêmes, donc en l'extériorisant par la fiction sous forme d'un personnage qui se dédouble. Et c'est pas une leçon. D'ailleurs, tout à l'heure, c'était mon premier réflexe. J'avais pris mon vieux dictionnaire littéraire d'Alain Viala, qui est un outil formidable. Mais entre document et puis qu'est-ce qu'il y a, le chapitre écriture, d'accord, tout est formidable, mais quand j'ai ouvert à DOU, il y a drame. Si je remonte avant drame, j'ai dramaturgie, j'ai doxa, et entre document et doxa, il n'y a pas le double. Alors sur quoi on va s'appuyer? Il y a toujours ce poème en prose de Baudelaire. C'est quelque chose qui m'a toujours accompagné dans les poèmes en prose de Baudelaire, celui qui s'appelle La Chambre double. C'est le 5e, au tout début du livre. Accompagné, pourquoi? Justement cette dissociation, et se dire qu'à un moment donné de ton propre parcours, tu saurais le rejoindre en écrivant ces 3 pages. La chambre double, une chambre qui ressemble à une rêverie, une chambre véritablement spirituelle. Première dissociation, celle avec le mental,
qu'on a beaucoup travaillé là-dessus, où l'atmosphère stagnante est légèrement teintée de rose et de bleu. L'âme y prend un bain de paresse, les meubles ont des formes allongées, prostrées. Sur les murs, nulle abomination artistique. Ça renvoie à ses conseils et aux auteurs aussi. Ça, relativement au rêve pur, à l'impression non analysée. Vous voyez comme ces moindres choses vous poussent là déjà dans un espace de dissociation. C'est quoi cet espace de dissociation? C'est juste qu'il est autosuffisant. Cette question du double, pour moi, elle serait là. Ce personnage que tu lances là, hors de toi, trouve à lui-même ses appuis et son univers sans avoir besoin de le confronter avec le réel, puisque ça, c'est toi ton boulot. C'est-à-dire, tu écartes le réel pour que ce personnage, avec ses représentations mentales, ses perceptions, lui, soit autoporteur, comme on dirait dans la mécanique. Sur les murs, nulle abomination artistique, relativement au rêve pur, à l'impression non analysée. L'art défini, l'art positif est un blasphème. Ici, tout a la suffisante clarté et la délicieuse obscurité de l'harmonie. Tout a la suffisante clarté. Et c'est ça, cet espace de l'indépendance, de l'autonomie, autoporteur. Bon, vous connaissez le texte ensuite, puis je vous le mets au cas où vous ne l'auriez pas sur vos étagères, mais il suffit d'un petit clic sur l'ordi aussi. Et puis l'irruption du temps. Non, il n'est plus de minutes, il n'est plus de secondes. Le temps a disparu, mais un coup terrible, lourd, a retenti à la porte. Et comme dans les rêves infernaux, il m'a semblé que je recevais un coup de pioche à l'estomac. Fin de la dissociation. Il n'y a plus rien que la réalité ordinaire. Oui, le temps a reparu, le temps règne. Et eut donc bourrique, sut donc esclave, et vit donc damné. Là où se termine ce parfum d'un autre monde. Alors juste, ce texte, pas une question d'aller sur ces brisés, ce serait juste avoir cette idée de superposition et de dissociation en même temps. Et Baudelaire utilise pour ça une notion d'espace. Il travaille sur le temps, n'empêche qu'il pose la chambre double. C'est-à-dire il pose un intérieur, mais cet intérieur, en se détachant du réel, va pouvoir flotter où il veut. Et l'autre biais que j'aurais pour lancer ce qui serait une réflexion, ce qui serait un laboratoire sur le double, c'est pas plus que ça. Et dans Kafka aussi, on a des masses de Hermann Hesse, Le Loup des Steppes. Là encore, livre, je ne sais pas quand ça vous tombe dans votre vie, ça peut être à 15 ans au moment de Narcisse et Goldmund, ça peut être... Mais moi je l'ai rencontré bien plus tard, je l'ai rencontré par Maurice Blanchot, et puis vous savez cette dialectique de l'emboîtement, la première partie c'est ce narrateur, un narrateur qui vit là avec sa tante, et il y a une chambre, ça vit pauvrement, et une chambre disponible pour un éventuel locataire. Il s'en présente à un, et ce locataire, on ne saura que très peu de lui. Donc la première partie, c'est le narrateur qui installe ce personnage du locataire. À quoi il passe son temps? Tiens, par exemple, dans cet escalier, avec ses jeux de lumière, il y a un pot de fleurs devant la fenêtre, une plante verte là devant la fenêtre. Le gars, quelquefois, il est assis là, il regarde la plante. Et puis, des fois, il reste sans jamais bouger de sa chambre, juste en fumant. Et puis, deuxième partie, le personnage, il est parti. Dans la première partie, on n'est pas resté dans la maison. Le narrateur croise le locataire en ville, ils vont dans des bistrots, et s'ouvre ensuite ce manuscrit, Harry Haller, où le locataire écrit ce qu'il faisait dans la ville, et ce qu'il cherche dans la ville. Et là, c'est encore une autre dissociation. C'est pour ça que le Loup des Steppes, pour moi, je le convoque ici, non pas pour que vous alliez le lire et tout ça, c'est pas une question, juste comme processus. C'est-à-dire, si on veut tenir cette dissociation, c'est ce principe de Hegel, qu'est-ce qui est présent? Qu'est-ce qui est réel? Si j'essaye de le prendre, ça s'effondre.
Mais je suis pris moi-même dans cet effondrement au moment même où j'essaye de nommer ce qui est. Dans cet effondrement, si je l'accepte, alors, dans le temps de l'effondrement, le fait que je m'effondre en prononçant en même temps que le réel s'effondre, alors, c'est le Zugrundegehen. Alors, il y a ce renversement tout au fond et dans ce provisoire de l'effondrement, je peux nommer ce qui est. Ça, c'est la grande logique de Hegel, excusez-moi de la version 1 minute, mais dans ce processus-là de Hermann Hesse avec le loup des steppes, il y a quelque chose du même ordre. C'est le narrateur et le locataire. Identification, poursuite, enquête, fascination du narrateur pour ce locataire, son emploi du temps mystérieux, et pourtant c'est une petite ville, oui mais il y a un théâtre, et oui il y a une rue, et dans cette rue il y a un mur, et quelquefois il y a cette inscription, seulement pour les fous. Et le locataire, quand il disparaît, et qu'il laisse ce manuscrit, c'est lui qui est devenu narrateur, mais narrateur de sa propre expérience, et ce qu'il décrit, c'est l'expérience elle-même, là où il entrera dans le seulement pour les fous, ce théâtre, où ce qui lui sera présenté à mesure qu'il se déplace de loge en loge, c'est sur la scène des scènes de sa propre vie. Et dans cette diffraction du statut de la dissociation, eh bien, le mouvement fait que tout le long de la lecture, vous êtes vous-même dans cet état de lecteur dissocié. Alors, est-ce qu'on peut oublier tout ça et faire un exercice simple ? Ouais, quelque part, c'est ce sur quoi, là, eh ben, c'est ce à quoi je voudrais atteindre. Comment je peux le proposer de façon la plus concise, précise ? Vos territoires d'écriture existent déjà. À l'heure qu'il est, il y a 38 textes décrits, plus le prologue. N'oubliez pas ce que vous avez écrit dans ce prologue. C'était quoi ? Vous savez, on était parti de ce grand bouquin que je suis très fier de posséder, Taryn Simon, An American Index of the Hidden and the Unfamiliar. Annuaire des choses non familières et cachées de l'Amérique, avec ses photos extraordinaires et surtout ces textes documentaires sans quoi le texte ne pourrait pas être interprété. Ça, c'était notre prologue. Et puis, ça y est, tant pis, je l'ai annoncé. Après, la 40, c'est important. C'est quelque chose qui se diffusera sur le long terme. Mais pourquoi pas une 41 où on reprendrait le prologue ? Est-ce qu'on est les mêmes au bout de ces 40 jours d'écriture ? Vous avez écrit 38 fois. Quel texte vous laisse intérieurement cette idée qu'il peut être repris, augmenté. Et augmenté, c'est pour ça que j'ai toujours un petit peu heurté avec ces théories du retravail. Là, c'est reprendre en se disant, là, si je me réinstalle dans ce texte comme territoire, où je peux aller plus loin. Et on va aller plus loin en faisant quoi ? En se dissociant. Attention, on n'est pas chez Castaneda, quoique j'ai beaucoup pratiqué Castaneda, et je le révère au même titre que Borges, Cortázar et ces grands fantastiques américains. On va reprendre ce qui est écrit, même le texte question, par exemple, et faire en sorte que le narrateur qui va se dissocier de vous, est-ce que c'est vous-même dissocié de vous ? Peu m'importe, mais ce narrateur-là qui va partir dans ce que vous avez déjà écrit, ça sera quoi la différence ? C'est celle que nous enseigne Baudelaire. Autoporteur, autosuffisant, la question du réel ne se pose pas. Vous restez là, les bras bloqués dans la porte. Vous tenez le réel à distance. Vous écartez. Et le petit narrateur, votre double, lui, il va aller se balader là. Il va aller se balader dans ces territoires d'écriture qui existent déjà, mais débarrassés de la contrainte du réel. Et c'est là où on va être dans ce travail du double, et là où Hermann Hesse rejoint peut-être Baudelaire. Ce serait juste ça ma consigne. Cette question du double, est-ce qu'elle interroge le réel ?
Probablement pas, mais tout simplement peut-être l'interroge d'une autre façon. L'interroge en tant que l'expérience du réel est dissociée de cette injonction de réalité. Le petit double, s'il a envie de passer à travers un mur, s'il a envie de se planter là et dire « mais l'expérience, je la fais là-bas », il peut, c'est tout l'art du rêve qui lui est remis entre les mains, sauf qu'on n'est pas dans le rêve. On est dans la logique du double, et que le double, qu'est-ce que ça a généré dans le fantastique, même dans la chute de la maison Asher, en tout cas partout chez Edgar Poe. Consigne pas suffisamment précise, c'est pas grave, c'est un territoire, c'est pas une consigne. Ce qui est clair, c'est que je pense qu'au bout de 38 prises d'écriture, il y en a forcément 1, 2, 3, 4 qui, pour vous, méritent d'être prises comme voilà ce qui est acquis. Et maintenant, si ça, je le sépare du réel, et que ce narrateur dissocié, ce double, se promène là, dans ce que j'ai déjà écrit, ce ne sera pas le même texte, ce ne sera pas le même livre, et ça peut être une fiction. Peut-être que tout le problème du double, c'est ça. Comment ça finit ou pas, par le fait même que vous-même avez rejoint votre double dans la fiction. Donc c'est une expérience, on a le temps. Il nous reste 2 propositions, et puis peut-être une en coda. On avance tranquillement vers ce bout de spirale. Par contre, ce qui a été écrit, on commence à le travailler, à le distordre, le manipuler, l'augmenter. Et cette première application, c'est vous restez là, où vous êtes, à votre clavier, pour écrire. On laisse partir un double dans cet univers, et on voit ce qu'il advient de cet univers quand on a levé l'injonction de réel. Et je suis hyper content qu'on en arrive à ce possible-là. À demain la suivante.